Donc, je voulais vous présenter un projet qui a à voir entre les relations entre l'apnée du sommeil et la maladie d'Alzheimer et comment l'utilisation de modèles expérimentaux peut éclairer ces relations. Ce projet, il a été mené évidemment par moi, mais beaucoup aussi par une MCUPH de grande valeur et très dynamique qui est Kyoka Kinugawa. Donc l'apnée du sommeil, on peut suspecter l'apnée du sommeil devant quelques signes cliniques qui sont le ronflement, évidemment les pauses respiratoires, des somnolences diurnes, mais le diagnostic nécessite d'être confirmé par des examens comme la polygraphie ventilatoire ou la polysomnographie. On distingue deux grands types d'apnée du sommeil. Je n'ai pas le temps d'aller loin, les apnées obstructives et les apnées d'origine centrale. Les apnées obstructives étant de loin les plus importantes, les plus nombreuses, et dans lesquelles il y a un bloc au niveau du passage de l'air qui va se traduire par deux éléments importants. D'une part, une pause respiratoire et d'autre part, une désaturation en oxygène, c'est-à-dire une hypoxie. Et cette hypoxie va se répéter lors des pauses. Il peut y avoir des pauses de fréquence très variables, mais jusqu'à 40 voire 50 pauses par heure. Et vous voyez que donc à chaque fois, le stigmate, les deux stigmates de l'apnée du sommeil en termes physiologiques, c'est d'une part la fragmentation du sommeil et d'autre part une hypoxie, une baisse de la concentration d'oxygène dans le sang intermittente qui descend et qui remonte. Alors, pourquoi essayer d'utiliser un modèle expérimental pour étudier les apnées du sommeil et plus particulièrement le modèle des hypoxies intermittentes? D'abord parce que les pathologies du sommeil en général sont fréquentes chez les personnes âgées, que parmi ces pathologies, l'apnée du sommeil est une pathologie importante, souvent qui est pas assez diagnostiquée et qui a l'immense avantage de pouvoir être traitée par un traitement qui n'est pas toujours très agréable pour le patient, qui est la ventilation en pression permanente, mais qui a en tout cas le mérite d'être efficace. Enfin, étant donné le caractère systémique de cette baisse d'oxygène, l'apnée du sommeil est un facteur de risque ou une affection qui va avoir un retentissement sur beaucoup d'organes chez l'individu. Et ces effets ont été particulièrement étudiés sur le système cardiovasculaire, les effets métaboliques, un peu moins sur le cerveau. Et peut-on considérer que c'est un facteur de risque de dysfonctionnement cognitif, voire un facteur de risque de survenue de la maladie d'Alzheimer? Et donc, il est important, pour essayer de répondre à ces questions, d'utiliser les techniques habituelles, c'est-à-dire les techniques qui consistent à passer sur des modèles animaux. Cette diapositive vous résume un certain nombre de données qui suggèrent qu'effectivement, il y a des liens importants entre les pathologies du sommeil en général et la possibilité de modifier le taux de protéines amyloïdes, c'est-à-dire un stigmate des démences et de la maladie d'Alzheimer, aussi bien, et je n'ai pas le temps de le commenter ici, chez l'animal que chez l'homme. En particulier, les cycles veille-sommeil entraînent des cycles de la quantité de protéines à bêta, et en quelque sorte, le sommeil pourrait évacuer des taux de protéines à bêta. Un certain nombre de travaux sur lesquels je ne reviendrai pas ont déjà établi des cascades d'événements physiopathologiques qui pourraient établir le lien entre les apnées du sommeil et les démences d'Alzheimer, avec l'apparition de phénomènes élémentaires que sont évidemment l'ischémie cérébrale par hypoperfusion, l'inflammation, le stress oxydatif, des effets sur les cellules endothéliales des vaisseaux, des effets sur les neurones, et cet ensemble pourrait conduire à favoriser la formation des stigmates caractéristiques de la maladie d'Alzheimer et d'un déclin cognitif du sujet âgé. D'ailleurs, pour revenir sur ce que disait Joël Ancry auparavant, les apnées du sommeil sont quelque chose qui se voit durant toute la vie, pas forcément chez la même personne, mais en raison d'étiologies différentes. On peut trouver les apnées du sommeil chez le nourrisson, chez le jeune adulte, évidemment chez l'adulte ayant des troubles, un syndrome métabolique, et aussi chez les sujets âgés où, comme je vous l'ai déjà dit, le diagnostic clinique est souvent plus difficile. Donc, il devient essentiel d'établir un lien entre, entre ces pathologies du sommeil et éventuellement les troubles observés dans des pathologies démentielles. Et pour cela, il est, comme dans beaucoup de phénomènes, indispensable de revenir vers des modèles animaux. Et sur cette diapositive sont listés un certain nombre de modèles animaux de troubles du sommeil.
parmi ces modèles, il y en a certains qui ont l'avantage d'être inductibles, et dans les modèles inductibles, on peut agir en particulier sur l'hypoxie intermittente et sur la fragmentation du sommeil. L'idéal serait de pouvoir agir sur les deux en même temps, mais c'est souvent difficile, et la plupart des travaux qui ont été réalisés se sont concentrés sur l'utilisation des modèles de souris soumis à une hypoxie intermittente pendant la vie. Et l'avantage de ces modèles, c'est qu'on peut contrôler et jouer finement sur la durée, la fréquence, le niveau d'hypoxie, etc. Par ailleurs, c'est aussi un modèle avec lequel on peut descendre à un niveau d'analyse inférieur, c'est-à-dire au niveau tissulaire et cellulaire, puisqu'on peut soumettre des tissus, des tranches de tissus, des cultures à l'hypoxie intermittente. Donc voilà un exemple de ce type d'appareils qui ont l'air comme ça tout simples. Ce sont des cages, des boîtes dans lesquelles on peut créer une hypoxie intermittente et dans lesquelles on va pouvoir placer des cages d'animaux. Ça a l'air comme ça relativement simple. En fait, alors je vous rappelle que le Gérondif a contribué à l'achat de ces appareils. Ce coût ne résumant pas l'ensemble de l'expérimentation et des appareillages nécessaires pour faire ce type d'expérience, mais en tout cas, merci au Gérondif. Et donc, ces cages, ce phénomène a l'air assez simple. En fait, il doit être régulé très finement, parce qu'il ne s'agit pas de créer une hypoxie permanente, mais bien une hypoxie intermittente qui peut aller jusqu'à, par exemple, des cycles de 40 ou 60 hypoxies par heure. Donc, il faut agir à la fois avec l'injection d'oxygène, l'injection d'azote, avoir des mesures précises de la saturation d'oxygène. On peut faire des cycles qui sont maintenus, par exemple, dans ce que nous faisons, c'est-à-dire typiquement dans les expériences que nous réalisons actuellement, 8 heures d'hypoxie par jour pendant 6 semaines, avec 16 heures de normoxie. Il faut avoir toujours 2 cages parce qu'il y a des contrôles, étant donné qu'il y a un certain bruit qui est lié à l'appareil d'hypoxie. Donc il faut toujours avoir le contrôle le meilleur qui est soumis au même phénomène. Et l'idée, donc, en utilisant ces modèles d'hypoxie, c'est de regarder, de se poser la question, est-ce que l'apnée du sommeil est un facteur aggravant, un facteur de risque pour les lésions de la maladie d'Alzheimer? Et d'autre part, est-ce qu'on peut définir la cascade des phénomènes physiopathologiques qui peuvent relier les apnées du sommeil et la maladie d'Alzheimer? Étant entendu, encore une fois, que l'immense avantage des apnées du sommeil, c'est qu'on peut les traiter dans un domaine, la maladie d'Alzheimer, où, bien sûr, pour l'instant, il n'y a aucun traitement vraiment efficace qui ait été décrit. Bien sûr, toutes les maladies d'Alzheimer ne sont pas liées aux apnées du sommeil, mais si on peut trouver un facteur de risque et agir sur lui, y compris de manière préventive, on pourrait diminuer le nombre de cas et leur apparition. Donc, je vais simplement vous montrer qu'on fait une analyse dans laquelle des souris, et encore une fois, pour reprendre ce qu'a dit Joël, au cours de toute la vie, on peut analyser des souris à différents âges, puisque ce stress que représente l'hypoxie intermittente ou que représentent les apnées du sommeil chez l'homme peut survenir à différents moments et on doit en apprécier les conséquences à long terme, à moyen et long terme. Donc on peut soumettre à ces situations d'hypoxie intermittente des souris d'âge différents. Vous savez que l'âge est un facteur de risque essentiel dans la maladie d'Alzheimer, et aussi des souris, soumettre en plus à l'hypoxie intermittente des souris qui sont des modèles précliniques de maladie d'Alzheimer, comme des souris qui sont des souris mutantes pour la préséniline 1 ou qui portent l'allèle ApoE4, des souris humanisées avec l'allèle ApoE4 chez l'homme, qui est un facteur de risque important. Et l'analyse se fait à plusieurs niveaux, de manière à intégrer les données obtenues, du niveau moléculaire, où on peut analyser les stigmates de l'amyloïdopathie, les aspects parenchémataux et vasculaires, où on pourrait aussi, et d'une certaine manière, ça a aussi à voir avec ce qu'a dit Joël, analyser l'existence d'éventuelles signatures épigénétiques, c'est-à-dire de modifications de la transcription des gènes qui sont liés à ce stress permanent. On peut aussi analyser, puisqu'on fait jouer maintenant un rôle essentiel à la dégradation des synapses, du fonctionnement, voire de la survie des synapses dans les maladies d'Alzheimer à des stades beaucoup plus précoces que l'apparition des signes cliniques. On peut analyser la plasticité synaptique, par exemple sur des tranches d'hippocampe maintenues in vivo. Et on peut aussi, ce qui est plus rare et qui est un véritable artisanat d'art, si j'ose dire, on peut essayer de faire de la physiologie en analysant
les rapports entre différents centres nerveux par des enregistrements chroniques sur des souris in vivo, et enregistrements qui nécessitent en outre l'emploi de techniques mathématiques assez sophistiquées, comme les ondelettes de Morley, les techniques de cohérence, etc., de manière à bien connaître la fonctionnalité des connectivités, par exemple hippocampo-frontales. On peut le faire sur la souris au repos, mais aussi, et c'est tout l'intérêt, on peut le faire sur une souris pendant une tâche. Alors non pas le test de mémoire épisodique qui est indiqué ici parce que c'est trop compliqué, mais sur des tâches plus simples, comme par exemple un choix en T dans un labyrinthe. On enregistre en même temps les signatures électrophysiologiques et on essaye de voir si un certain nombre de ces signatures sont critiques et témoignent à la fois de l'action de l'hypoxie intermittente, de l'action du phénomène pathologique qui peut conduire à la maladie d'Alzheimer et de l'interaction des deux. Vous voyez, donc c'est un projet à long terme sur lequel je ne vous donnerai pas aujourd'hui le résultat, je voulais simplement l'illustrer. Vous voyez, ces souris sont implantées avec des connecteurs et elles peuvent vivre librement dans leur cage tout en étant enregistrées, parfois même soit dans des séances particulières si on associe ça à des comportements, soit de manière continue et même pendant 24 heures. Donc voilà, je voulais vous montrer comment le Gérondif a pu aider un projet qui certes est de la recherche fondamentale, mais une recherche fondamentale dont on attend beaucoup de choses en ce qui concerne d'éventuelles actions préventives sur un certain nombre de maladies d'Alzheimer et sur un certain nombre de modèles animaux en tout cas. Et je voudrais terminer en remerciant l'ensemble du personnel de l'Institut de la longévité et en particulier le responsable du Centre d'exploration fonctionnelle, Claire Lacoste, et remercier pour leur soutien le réseau RPPA, le réseau de phénotypage du petit animal de Sorbonne Université, la région Île-de-France qui a permis les installations qui sont à l'hôpital Charles-Foix, et le Gérondif pour son aide sur ce projet spécifique. Évidemment, ces recherches sur l'animal sont associées à des recherches sur les apnées du sommeil chez l'homme qui sont menées en particulier par Kyoka Kinugawa, non seulement sur les aspects cognitifs, mais aussi sur d'autres aspects comme la sarcopénie, l'insulinorésistance, etc., etc. Je voulais juste illustrer ce type d'approche et je vous remercie de votre attention.